après le grand plateau du Théâtre de la Colline, cette magnifique salle. Je n'ose rêver à la salle que tu nous feras découvrir demain pour la 3e journée. Non, rassurez-vous, il n'y en a pas. Si jamais quelqu'un se précipitait sur le programme. Et j'ai le grand plaisir de présenter, s'il le faut, Christian Bier, qui n'a pas lu Édipe en monarchie, ou plus récemment le best-seller Qu'est-ce que le théâtre, écrit avec Christophe Triot. Il est professeur à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste d'histoire du théâtre, d'histoire juridique, des liens entre les questions de droit et de théâtre. Je vais lui donner la parole immédiatement pour sa conférence intitulée « Figurer la catastrophe à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle ». Merci beaucoup Eric, merci Martin de m'avoir invité. Désolé pour hier, mais en ce moment, les choses sont un petit peu compliquées entre les jurys, les tas de choses, etc. Comme j'expliquais à Eliane Beaufils tout à l'heure, en France, nous avons des grands moments. Il y a d'abord l'ouverture de la chasse et après, juste après, il y a les soutenances d'habilitation et de thèse et après, il y a les colloques et après, c'est Noël. Donc là, on est dans la période... Alors, je vais essayer en effet de parler un petit peu de l'extension du domaine de la performance, c'est-à-dire de regarder ce qu'il en est du théâtre et de l'assemblée théâtrale, que j'appelle aussi un peu la séance, comme phénomène, et comme phénomène pas seulement esthétique, mais comme phénomène social, comme phénomène politique, qui a un rapport, on va le voir très directement, avec ce qui vient de se passer, ce que j'appelle le juste passé, c'est-à-dire pour ce qui est de la période qui nous intéresse pour l'instant, la fin du XVIe et le début du XVIIe, mais on verra que je vais essayer de faire une sorte de petite réflexion, sûrement pas herméneutique à cette heure-ci, mais déjà peut-être un peu heuristique, pour essayer de voir comment, juste après des grands mouvements et des grands meurtres de masse, comme justement les grandes catastrophes du XVIe siècle, il y a une nécessité de se rassembler, et non seulement de se rassembler, mais de se rassembler pour représenter dans les deux sens du terme, et pour, à travers le théâtre, essayer de penser. On voit bien dans cette petite introduction que je ne parle pas que du XVIe et du XVIIe siècle, mais je parle aussi de notre période contemporaine, post-Auschwitz, post-Rwanda ou post-Srebrenica. Alors, c'est dans cette sorte d'aller-retour que je vais essayer de me situer, en considérant au fond qu'il y a un certain nombre de questions qui vont se poser d'un côté et de l'autre de ces deux moments. Mais comme vous n'êtes pas nécessairement familier avec ce qui vient de se passer quand on est en 1600, je vais non pas vous le rappeler, mais vous dire deux, trois petites choses pour situer la chose. En gros, quand on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur en 1590-93, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit de ce qui vient de se passer dans le courant du XVIe siècle ? On voit d'abord que, pour ce qui est du domaine français, pour une trentaine d'années, on a passé son temps à s'entretuer de manière non continue, mais quand même la discontinuité a bien fait les choses, puisqu'on a eu des grands pics extraordinairement violents, comme celui par exemple de 1572, au moment de la Saint-Barthélemy, qui n'a pas touché que Paris, mais les grandes villes françaises. Donc, en fait, à partir de 1563 jusqu'en 1593, une extrême violence sur laquelle les auteurs vont se pencher ensuite, Témoin Montaigne par exemple, et là, on révèle non seulement les extrêmes violences, mais aussi les extrêmes cruautés, puisque ce dont il a été question, c'est pas seulement de massacre au nom de la religion, mais aussi de cannibalisme, puisque Montaigne parle justement d'un épisode de cannibalisme qui s'est situé à Sancerre pendant les guerres de religion. Et il ajoute que nous sommes les vrais cannibales, puisque les cannibales à proprement parler savent se manger pour en tirer quelque chose, alors que nous nous mangeons les uns les autres sans conscience. Donc c'est ce type de réflexion qui se met en place. Donc ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, et qui commence à aussi entrer dans les esprits à la fin du XVIe siècle, c'est ce qu'on pourrait appeler le génocide indien, c'est-à-dire le moment où les grandes conquêtes hispano-portugaises, puis
les autres, ont donné lieu à des meurtres constants, qu'on a appelés ensuite des maladies malheureusement données aux indigènes, mais il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées. Et là, il y a un texte tout à fait essentiel, qui est repris par Montaigne aussi, qui est le texte de Las Casas, qui arrive grosso modo en Europe à la fois en espagnol et ensuite très vite traduit dans les années 1550, et qui donne lieu à des réflexions, et non seulement des réflexions d'indignation ou de colère, mais aussi des réflexions juridiques, puisque toute une école sur la question du droit naturel vient de là, et en particulier l'école de Salamanque pour les Espagnols. Deuxième point. Troisième point, ce qu'on voit aussi, c'est que depuis le début du XVIe siècle, la fin du XVe, on commence à pouvoir s'entretuer de manière massive grâce à l'arrivée des canons et des armes à feu. Donc là aussi, ça a changé beaucoup les choses. Donc en gros, on est arrivé à une sorte de superbe modernité technique. Et cette modernité technique absolument excessive a donc donné lieu immédiatement à des meurtres de masse, des guerres en Angleterre, des guerres en France, et en même temps un génocide indien, ce qui n'est pas rien. Donc, on se retrouve à une période de paix relative en France à l'extrême fin du XVIe siècle, avec l'arrivée d'Henri IV, qui finira dans les circonstances que nous connaissons, puisqu'il meurt assassiné en 1610. C'est le deuxième roi de suite qui est assassiné en France. Donc la période n'est d'une paix tout à fait relative. Et ce qu'on voit là, à ce moment-là, c'est que quand on regarde un petit peu, il s'agit de se réunir à nouveau, sans trop de crainte, en imaginant qu'on peut, ensemble, à l'intérieur d'une assemblée pour laquelle on paye, faire du théâtre, regarder des choses, regarder un certain nombre de fictions qui sont alors mises en scène, et réagir à tout cela. C'est-à-dire qu'on a une flambée à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe de théâtres qui se constituent à Paris dans les anciens jeux de paume qui vont être changés et modifiés pour devenir des théâtres. Et là, on va commencer à représenter un certain nombre de choses, et une partie de cette intervention va porter là-dessus. Mais avant de dire ce qu'on représente, je voudrais montrer que cette assemblée, c'est-à-dire ce moment où on va payer pour entrer et se retrouver ensemble, non pas sous le signe d'une concorde, mais sous le signe d'un possible moment pacifique où on peut faire autre chose que s'entretuer ou craindre d'être tué. C'est fondamentalement ça, le théâtre du début du XVIIe siècle. Eh bien, c'est là que on va réfléchir à ce qui vient évidemment de se passer. Alors, c'est là où ça commence à être un petit peu compliqué, puisque du côté de la monarchie, on prend bien soin de faire en sorte qu'on déclare la paix. C'est l'édit de Nantes. Et déclarer la paix, ça veut dire, comme toujours après les très grandes catastrophes, se mettre dans la nécessité de l'oubli. Je voudrais vous lire, encore une fois, je ne suis pas mes notes, mais voilà, je vais vous lire les deux premiers articles de l'édit de Nantes. N'ayez pas peur. C'est donc en 1599, c'est d'abord rédigé en 98 et enregistré par le Parlement de Paris en février 99. On est donc à l'extrême fin du XVIe siècle. Et donc il s'agit d'imposer la coexistence pacifique de deux églises et de proclamer l'abolition mémorielle des actes d'hostilité commis. Donc je cite. Premièrement, donc ce qui est promulgué. Premièrement, que la mémoire de toute chose passée, d'une part, et d'autre, depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu'à notre avènement à la couronne et durant les autres troubles précédents et à leur occasion, donc ça passe, c'est toute la période 85 et ce qui précède, donc toutes les guerres de religion, demeurera, donc la mémoire, demeurera éteinte et assoupie comme chose non advenue.
et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux, ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps, ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite, en aucune cour ou juridiction que ce soit. Deuxième article, c'est les deux premiers articles. Deuxième article. Défendons à nos sujets, de quelque état et qualité qu'ils soient, d'en renouveler la mémoire, s'attaquer, ressentir, injurier, ni provoquer l'un l'autre, par reproche de ce qui s'est passé pour quelque cause et prétexte que ce soit, en disputer, contester, quereller, ni s'outrager ou s'offenser de fait ou de parole, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme frères, amis, concitoyens, sur peine aux contrevenants d'être punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public. Alors, ce n'est pas la première fois que ce genre d'édit apparaît. À chaque fois qu'il y a un peu de calme, pendant les guerres de religion, l'édit de Fontainebleau en 79, et puis le Saint-Germain-en-Laye en 70, ça s'est déjà passé. Je vous rappelle qu'on a beau déclarer ça en 70, en 72, il y a quand même la Saint-Barthélemy. Bon. Mais ce qui est très intéressant, c'est que d'un côté, on a une sorte de devoir d'oubli. Voilà. Et par rapport à ce devoir d'oubli, il serait loisible, il serait normal que l'on n'aille pas s'assembler pour aller parler de ce qui vient de se passer. Or, précisément, le théâtre, à l'époque, va faire tout le contraire. Tout le contraire, non pas pour parler de la situation exacte, c'est-à-dire uniquement par du théâtre d'actualité, mais à la fois par du théâtre d'actualité et, j'en parlerai tout à l'heure, par du théâtre de détour, c'est-à-dire qu'on va prendre d'autres fictions qui viennent de l'Antiquité, par exemple, ou de lieux plus éloignés pour parler de cette situation qui vient d'arriver. Autrement dit, malgré cette relative interdiction d'une volonté principielle d'oubli, tout aussi relative dans les faits, la littérature, le théâtre ne renoncent en aucun cas à figurer, et j'allais dire à représenter, au sens où ils représentent politiquement, les événements tragiques qui viennent juste de se passer. Alors, on a à la fois, à partir de là, la possibilité ou de s'assembler pour regarder une fiction qui va mettre de l'huile sur le feu, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de prises de position de type post-ligueuse, militante, et qui vont faire en sorte que, alors qu'on s'assemble, cette assemblée puisse sortir pour aller continuer quelque chose qui est de l'ordre d'extrême violence, et ça, c'est plus du tout majoritaire, parce que ça va être puni. Et de l'autre côté, quelque chose qui va être ou une tentative de mise en concorde, si je puis dire, ou plus clairement, systématiquement, une tentative de réflexion, de mise en assemblée du public, et en même temps de mise en place d'une réflexion à l'intérieur même d'une co-performance entre ce qui est joué et ce qui est vu, regardé, pensé à l'intérieur même des séances. Je vais m'expliquer. Alors d'abord, le plus simple, c'est en effet de figurer le juste passé, ce qui vient de se passer. Alors pour ça, on a pas mal de tragédies à l'époque qui sont des tragédies d'actualité. C'est-à-dire, un petit peu comme, si vous voulez, juste après un moment d'extrême violence, on va représenter au cinéma hollywoodien un moment particulièrement important de l'histoire qui vient de se passer. Alors là, on a par exemple une tragédie, 10 ans après le meurtre de Henri III, une tragédie qui s'appelle Cléophon, qui raconte la dernière journée d'Henri III. De la même manière, en 1610, alors là, 6 mois après la mort d'Henri IV, on a une autre tragédie qui s'appelle la mort d'Henri le Grand. Et là, on vous représente sur scène véritablement les personnages qui sont donc vus par un public. On peut même supposer que pour ce qui est de la mort d'Henri le Grand, ça a été présenté à la fin du deuil de la cour, devant la cour. Donc là, ça devient très intéressant. C'est-à-dire que les spectateurs se voyaient
à savoir Catherine de Médicis, etc., se voyaient eux-mêmes représentés par des acteurs jouant la dernière journée de la mort d'Henri IV. Enfin, il y a quelque chose qui devient tout à fait intéressant. Et quand c'est au Théâtre de Ville, on regardait comment la cour avait réagi à ce qui s'était passé 6 mois avant, c'est-à-dire l'assassinat d'Henri IV au coin de la rue de la Ferronnerie. Donc ça, c'est déjà un premier type de théâtre qui devient une performance intéressante, puisqu'elle est à la fois, c'est à la fois rédigé, bien évidemment, c'est à la fois appris par cœur, très bien, mais c'est à la fois joué avec une période de latence extrêmement courte pour la mort d'Henri IV, entre le moment du meurtre et le moment de la représentation. Ce qui donne nécessairement un jeu avec un public assemblé qui, je vous le rappelle, a payé pour ça. Et, dernier point, je ne vous l'ai pas dit parce que ça me paraissait un peu évident, avec, dans les salles de théâtre à l'époque, 70% des gens debout. Okay, c'est-à-dire que les places assises dans les théâtres de cette époque étaient très minoritaires, moins de 30%, et la majorité des spectateurs étaient donc au parterre, en contrebas, et debout, et donc ils avaient la possibilité de parler, de boire, de manger, de discuter, de se lever, de ressortir. En gros, c'était encore plus fluide que Einstein on the Beach ou qu'un match de baseball. Donc, vous voyez comment les choses se passent, c'est-à-dire qu'on a ça, et on a nécessairement un public à la fois attentif par moment, inattentif le plus souvent, et donc en état de pouvoir directement commenter ou directement prendre à partie les gens qui sont, enfin les acteurs, qui vont eux-mêmes jouer des rôles, mais des rôles de, pour ce qui est des tragédies d'actualité, de personnages qui sont tout à fait connus, puisque ou ils sont encore vivants et ils ont assisté au meurtre, ou de près ou de loin, ou ils viennent juste de mourir. Donc on a cette première chose, c'est-à-dire que le devoir d'oubli proclamé par la loi ne va rien résoudre, et au contraire va être déjà, comment dirais-je, controuvé par une mise en scène de théâtre de l'actualité. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut avoir, dès lors, la possibilité de passer par un détour historico-géographique pour parler d'une situation qui vient d'avoir lieu. Et c'est là où on va représenter sur le théâtre au début du XVIIe siècle un grand moment de cruauté. Alors on peut toujours faire de l'histoire littéraire en disant que ça vient de Sénèque, et que, etc. Mais moi, ça ne m'intéresse pas tellement l'histoire littéraire. Ce qui m'intéresse plus, c'est de regarder à quoi correspond un phénomène à un moment donné, et qu'à partir de là, on va déterminer un certain nombre de formes pour pouvoir en parler. Bien. Donc, ce qui devient intéressant à partir de là, c'est qu'on va réutiliser la forme sens de la tragédie pour parler d'une extrême violence. Et là, on a à peu près 25 ans de théâtre en France, mais on le sait aussi en Angleterre, on le sait aussi en Espagne, on le sait aussi aux Pays-Bas, donc de ce que j'ai pu appeler le théâtre de la cruauté, c'est-à-dire représenter sur les tréteaux, qu'on appelle, je vous le rappelle aussi, des échafauds en français, en anglais scaffold, ce qui veut dire la même chose, c'est-à-dire l'endroit où on exécute à proprement parler une tragédie. C'est comme à quelques centaines de mètres de là, un scaffold ou un échafaud, c'est l'endroit où on exécute aussi les coupables. Ces deux exécutions sont presque voisines, hein, sinon elles peuvent se recouvrer. Et donc à partir de là, on a une réflexion extraordinairement active, avec un jeu qui est un jeu extrêmement violent, d'un certain nombre d'épisodes. Alors, épisodes de vengeance particulièrement, c'est les tragédies de vengeance anglaises, mais c'est aussi les tragédies de vengeance françaises à l'époque. Et il y en a beaucoup, et en même temps aussi des stratégies qui sont des stratégies qui ressemblent beaucoup. Alors je vous parle du XVIe, XVIIe siècle, mais vous comprenez bien que je vous parle aussi du théâtre contemporain. Enfin, il y a ce genre de choses, de mise en place, par exemple, de la réflexion du spectateur. Un tout petit exemple sur une pièce que j'aime bien, qui s'appelle Cédase. Cédase est une pièce qui raconte comment un Grec qui a eu à faire avec les Spartiates, c'est juste avant le retour de la guerre avec Sparte, entre Athènes et Sparte, ça c'est la période historique,
Et comment ce vieil homme a 2 filles et puis il décide de partir au marché et de laisser ses 2 filles en leur disant qu'il fallait qu'elles soient hospitalières et chastes. C'est toujours compliqué d'être les 2 à la fois. Et donc, il s'en va et arrivent 2 jeunes Spartiates, aristocrates, guerriers, pleins de sève, et qui voient les 2 jeunes filles et commencent à leur conter fleurette, et puis elles résistent. Comme elles résistent, ils y vont un peu plus fort. Comme ils y vont un peu plus fort, elles commencent à crier un peu trop. Tout ça est sur scène, hein, bien sûr. Comme elles crient un peu trop, ils vont les forcer. Comme ils les forcent, ils les violent. Comme ils les violent, qu'elles continuent à crier, ils vont les égorger. Et pour s'en débarrasser, ils vont les jeter dans le puits. Donc, voilà, grosso modo, ce qu'on voit pendant le 3e acte. C'est-à-dire qu'on voit une scène d'extrême violence qui vient de se passer et qui est beaucoup plus forte que ce que peut nous raconter en ce moment à l'Odéon Angelica Lidl. Alors, on a cette représentation-là et on assiste à ça. Et je vous rappelle qu'il y a sur scène 4 acteurs, autrement dit, les 2 qui vont mourir, les 2 filles, et les 2 jeunes gens qui vont partir de la scène. Donc, nous n'avons plus de témoins. Alors, sinon, nous-mêmes. 4e acte, Cédase revient sur scène, appelle ses filles. Mes filles, personne ne répond évidemment. Il cherche partout, il demande à un voisin. Le voisin dit « Ouais, j'ai entendu du bruit, etc. Mais j'ai vu 2 jeunes gens qui sont partis. Oui, bon, très bien. » Et il cherche, et à ce moment-là, il trouve les 2 cadavres dans le puits. Ils sortent les cadavres du puits. Et là, Cédase va aller se plaindre au roi de Sparte pour lui dire que les 2 jeunes aristocrates ont commis des horreurs. Le roi de Sparte veut bien entendre, puisque c'est un roi, il est dépositaire de la justice, c'est tout à fait normal. Et à ce moment-là, le 5e acte est une représentation juridique. Donc le roi et sa cour. Cédase en tant que plaignant. Cédase se plaint donc et explique. Et le roi dit, moi je veux bien inculper les 2 jeunes gens, les faire venir, mais enfin bon, c'est pas n'importe qui, c'est des aristocrates. Enfin bon, donc il faut des raisons. Avez-vous des témoins ? Le roi dit, Cédase dit que oui, enfin il y a un témoin d'oreille, si je puis dire, de réputation. Enfin bon, oui, mais il n'y a pas de fait. Et à ce moment-là, le roi s'adresse à la cour et à la salle et demande si quelqu'un veut témoigner. Bon, alors vous imaginez bien que nous sommes dans un système qui est un système donc d'adresse directe, avec la possibilité pour les spectateurs de témoigner, à ceci près, puisque c'est les seuls qui ont vu ça, à ceci près que, bien évidemment, il y a un barrage qui est, le barrage de la fiction, il n'y a pas de 4e mur à l'époque, hein, et deuxièmement, le barrage du temps, puisque nous sommes devant des Grecs, et qu'il y a 10 siècles de distance, donc 16 siècles de distance. Donc, voilà, c'est pas possible, en tout cas, ils ne seront pas entendus, même s'ils parlent, les 10 spectateurs. Et surtout, ce que dit le roi à partir de là, c'est quoi ? C'est... dans ces conditions-là, je ne peux pas inculper les 2 jeunes gens. Et si je ne peux pas inculper les 2 jeunes gens, Cédase est débouté. Sauf naturellement si quelqu'un veut témoigner. Ce qui veut dire, qu'est-ce que vous faisiez là, au 3e acte, debout ? Vous avez empêché quoi que ce soit ? Ou si on prend un peu de temps ou un peu de... Par exemple, quand ce genre de choses se passait il y a... 15 ans, vous avez fait quelque chose ? Vous avez vu ces scènes d'extraordinaire violence, de viol, de meurtre ? C'était tous les jours, c'était discontinu, certes, mais c'était quand même souvent. Vous avez fait quelque chose puisque vous êtes les survivants qui regardez ce qui se passe. C'est-à-dire par le détour, par le passé, par la fiction, vous mettez à partir de là directement en cause l'assistance qui est là et qui vient de voir 20 ans avant, ou dont les parents viennent de voir 20 ans avant exactement ce qui s'est passé, et personne ne témoigne. D'ailleurs, personne ne peut témoigner si les gens respectent l'édit de Nantes. Donc vous voyez comment, ici, on a en fait une spatialisation de la question de la mémoire à l'intérieur d'une tragédie qui utilise une fiction historique prise dans Dion Cassius,
et qui va être représenté. Alors ça, c'est un exemple. Je pourrais en donner beaucoup. J'ai pris celui-là pour aller vite, parce qu'il me reste 5 minutes, et pour fondamentalement vous montrer que ce n'est pas seulement la mise en place mémorielle par la fiction théâtrale et par le jeu théâtral de quelque chose qui va se situer sur une scène et seulement sur une scène, mais un travail de remémorisation et de jugement culpabilisant ou non, en tout cas de jugement, qui va être commun à la salle, à la scène, à l'intérieur d'un système de performance généralisé, puisqu'il va y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la comparution, puisque là, en fait, tout le monde va comparaître devant tout le monde à l'intérieur d'une réflexion qui va être une réflexion sur cette histoire qui vient juste de se passer. Donc en fait, si je résume ce que je viens de dire, j'aurais plein d'autres choses à dire, mais ça sera pour une prochaine fois, comme on dit toujours, mais c'est qu'en gros, ces séances qui sont de véritables phénomènes sociaux, politiques, esthétiques, et qui se situent au début du XVIIe siècle, et pas seulement en France, puisqu'on pourrait avoir une expertise un petit peu semblable, mais avec des conditions historiques et politiques un peu différentes, sur l'Angleterre élisabéthaine. Mais quand même. Donc ces séances qui sont autour d'échafauds et qui sont enfin pour la France possibles dans la cité, puisqu'on a un moment de paix relative et qu'on en profite pour se rassembler. Ça donne un lieu qui est un lieu où on va pouvoir à la fois expérimenter une sorte de concorde, on est ensemble, mais en même temps une sorte de discorde à blanc, puisqu'à l'intérieur des théâtres, en principe, on ne se tue pas. Donc cette assemblée va donner lieu dans le même bâtiment, et on paye pour ça, à du débat, et à du débat organisé comme tel, c'est-à-dire un véritable débat politique, esthétique, qui va penser la situation dans laquelle on est et la situation qu'on présente. On a donc affaire à une performance collective, 60% des gens debout, un jugement, une comparution généralisée, afin de penser ce qui vient d'avoir lieu. Une performance donc, mais en même temps, qui se trouve dans un lieu préservé d'une certaine manière, c'est-à-dire dans un lieu qui est à la fois au centre de la cité et en même temps un peu en marge, puisqu'il est hors, à peu près hors la loi. C'est la définition même du lieu hétérotopique, tel que Foucault l'a défini dans ses écrits. Hétérotopie, c'est dedans, dehors. Sauf que Foucault parle de la scène, et que là, moi, j'étends l'hétérotopie à l'assemblée, c'est-à-dire à la séance. Et donc, être dedans, être dehors, être au centre, être à la marge, être dans ce lieu qui, dans tous les sens du terme, réfléchit. Un lieu qui réfléchit l'extérieur et un lieu qui réfléchit les réflexions des gens à l'intérieur. D'accord ? Un lieu qui pense. Autrement dit, on a à la fois le lieu du deuil, le lieu du combat à blanc, le lieu du jeu, de l'oscillation de la pensée et des corps, un lieu des jugements de la cité sur la cité, en fait, un lieu des représentations débattues par des présents, par des gens présents, à partir d'un prétexte fictionnel et textuel qui, par détour, va parler de cette catastrophe juste passée. Ce qui fait que ces fameux 2 articles de l'édit de Nantes sont à la fois là pour interdire un devoir de mémoire qui serait dangereux pour des questions juridiques, mais qui, à la marge, ne va pas intervenir à l'intérieur des lieux théâtraux, qui sont comme préservés du règlement juridique, parce que
des lieux justement où là, on va payer pour être hors, disons, en marge de la loi et pouvoir débattre ensemble. Non pas débattre en étant dans la concorde, mais combattre à l'intérieur d'un système de contradiction et de discorde à blanc. Je vous remercie. Merci infiniment, Christian Bier, de cette présentation, de cette démonstration aussi limpide qu'agréable à suivre. J'ouvre tout de suite la discussion, puisqu'on va prendre un peu de temps. Voilà, tu passes là. Je vous remercie vraiment beaucoup de cette très belle présentation, à la fois historique et esthétique et passionnée. C'est l'occasion peut-être de rappeler encore une fois l'extension de certains travaux que nous avons pu mener avec Nicole Laureau, notamment à un certain moment où nous nous étions interrogés sur la première loi d'amnistie écrite. Amnistie, comme chacun sait, mais il faut toujours le rappeler, ça ne veut pas dire le pardon, ça veut dire l'annulation de la mémoire. C'est ça que ça veut dire en grec. Et les stèles qui ont été découvertes au XXe siècle, qui portent l'inscription de cette première loi d'amnistie écrite, moins 433 si je me rappelle bien, au moment où il y a des troubles à Athènes, et où la tyrannie des 30 vient de se terminer, et où bien sûr la moitié de la cité est contre l'autre moitié et qui s'entretuent. Donc il y a une loi, effectivement, où le devoir d'anti-mémoire s'exprime très exactement par ce mot grec, mais ne pas, interdit de, mnési kakein, ne pas se souvenir des mots MAUX. Ne pas se souvenir des mots. Les peines encourues par ceux qui contreviendraient à cette histoire sont énormes. Enfin, c'est la thymie, c'est la saisie de leurs biens, l'exil, etc., etc. Avec l'obligation pour chaque citoyen qui se trouve être le sujet et l'objet de cette loi de venir jurer personnellement devant l'Assemblée du peuple qu'il accepte cette loi. Voilà ce que c'est qu'une loi d'amnistie, telle que vous avez merveilleusement rappelé les mêmes termes dans ce début de l'édit de Nantes. Ce sont les termes des stèles de 433. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a des faits qui sont têtus, comme on dit, et qui provoquent dans la cité ces troubles, plus que des troubles, des assassinats, bon. Qu'est-ce qui se passe quand une telle loi vient indiquer qu'on n'a pas le droit? Comme vous savez, nous avons eu la même chose en France en 1953, dernière loi d'amnistie après les histoires de collaboration, etc., où il devient interdit d'évoquer juridiquement ce qui s'est passé. Heureusement, il y a eu un Don Quichotte, heureusement qu'il y a Don Quichotte, c'est-à-dire son premier traducteur moderne en langue française, Jean Cassou, qui écrit avec un titre magnifique qu'il va chercher, si on peut dire, chez l'ennemi, c'est-à-dire dans la bouche du maréchal Pétain, ça s'appelle « La mémoire courte ». Ce traître avait raison, comme il dit. Il dit, bon, voilà, d'accord, il faut que les ennemis d'hier vivent ensemble. Mais les morts, dit-il, et il évoque les morts, et il les nomme, qui ont été ses compagnons d'armes. Ça a été un combattant. Qu'est-ce qui se passe quand il y a les morts? Quand il y a les morts qui ne connaissent pas cette loi. Je reviens à votre théâtre. Je me rappelle des vieux souvenirs littéraires. Juste pendant ou juste après
ces moments théâtraux que vous évoquez quand nous étudions le théâtre baroque en France. Il y avait, l'exemple qu'on nous donnait, c'était une pièce, premier tiers, je pense, du XVIIe siècle, je ne me rappelle pas le titre, mais où la scène qu'on nous montrait, c'était un enfant qui parcourait la scène habillé de rouge et qui criait « Vengeance, vengeance !» Quel était ce personnage? C'était le sang d'Abel. Troisième temps, ça n'est pas une métaphore. Quand ça n'est pas une métaphore, c'est une image réelle. Quand c'est une image réelle, qui n'est pas exactement celle qui est représentée sur le théâtre, mais qui est présentée par les yeux devenus projecteurs d'un halluciné. On entre dans le domaine de la folie et du délire, pratiquement, obligatoirement. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ça a été le cas à toutes les époques, c'est le cas aujourd'hui. Vous l'avez très très bien articulé, mais il faut aller un petit peu au-delà. Nous avons ça avec nos patients. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime l'assistance, on supprime l'adresse, et on dit il est fou, et on va le coller dans une cellule, qu'elle soit architecturale, électrique ou médicamenteuse. Merci encore pour tout ce que vous avez dit. Merci pour votre réflexion. Peut-être deux points. Les termes grecs sont, à mon avis, repris. C'est-à-dire que quand on regarde à la fois l'édit d'Amboise, alors ce qui est très intéressant, c'est que tous ces édits, quand je vous parle de l'édit de Nantes, depuis 1563, c'est-à-dire exactement le début des guerres de religion, on a 5 édits qui disent exactement la même chose, qui sont des mots empruntés au grec. Or, à cette époque-là, les juristes, pas au XVIIe, mais au XVIe, savent le grec. Voilà. Donc, quand on a de reproches de ce qui s'est passé, en disputer, contester, quereller, ni s'outrager ou offenser, de fait ou de parole, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble, Saint-Germain-en-Laye, 1570, repris de 1563, l'édit d'Amboise, repris ensuite à la conférence de Nérac en 79, repris dans l'édit de Nantes en 98, c'est les mêmes termes. Donc, et ce qui est très intéressant quand on travaille sur la loi, c'est que quand ça se répète, c'est que ça ne marche pas. Bon. Donc, plus on répète, moins ça marche. Et là, c'est le cas. Alors, sauf l'édit de Nantes, où là, ça marche, sauf que ce qui dégage en touche, si je puis dire, ce qui passe à ce moment-là, c'est par un système, alors moi j'ai appelé ça d'hyperfiguration théâtrale, performance si vous voulez, c'est-à-dire de représentation maximale de l'extrême violence sur scène, qui n'est pas de la catharsis, voilà, qui est de l'hyperfiguration pour penser. Et je crois que là, il y a aussi quelque chose à penser, mais ça, Nicole Leroux l'a fait, vous l'avez fait aussi, du côté, et on s'y emploie en ce moment, du côté du deuil. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et je pense qu'en repartant de ce texte, il y a un de mes étudiants qui est en train de travailler en ce moment qui s'appelle Guillaume Poix, et qui est en train de travailler justement sur la mise en place du deuil dans les années 1950 au théâtre. Et c'est tout à fait passionnant de regarder ce qui se passe et comment ça marche. David. J'ai 2 points en fait, parce que j'étais frappé en écoutant tes citations de l'édit de Nantes. Je pense qu'un grand lecteur de l'édit de Nantes, c'est le général de Gaulle quand même. Ah oui. Et c'est vrai que c'est déjà, ce que vous disiez, monsieur, c'est déjà dans le discours de la libération de Paris en 1944, quoi. C'est-à-dire que, bon, au nom d'une réconciliation, il va falloir oublier les clivages, etc. Mais je cherche, à cette époque, quel est le théâtre qui ferait justement ce travail dont tu parles? J'ai un peu de mal à le trouver, à vrai dire. Peut-être un peu après, dans les années qui suivent, dans les décennies qui suivent, et plutôt sur la guerre d'Algérie. Quelqu'un comme Vinaver, par exemple, Les Huissiers, quand même, qui fait entendre la voix de la veuve, et sur un mode très, très tragique. Ça, c'était le premier point. Mais le deuxième, il est plus historique. Parce que tu présentes ce dispositif comme finalement
assez idéal, c'est-à-dire qu'il y a l'interdiction, l'imposition de l'oubli, disons, et puis le théâtre jouerait comme ça le rôle d'une soupape, où finalement ces choses peuvent s'exprimer. Mais ça, c'est avant la mise au pas du théâtre par Richelieu, quoi. Et est-ce que cette mise au pas, c'est-à-dire vraiment la fixation de règles classiques, la reprise en main de l'esthétique par le politique, est-ce que c'est pour empêcher les désordres que ça pourrait causer? Est-ce que tout à coup on prend conscience du danger de ces choses? Est-ce que c'est ça? Voilà, c'est ça que je voudrais savoir. Alors, évidemment, mon démon va me permettre de répondre d'abord à ta deuxième question. Mais à partir de Richelieu, on n'a plus vraiment... Enfin, la question des guerres de religion reste encore. C'est-à-dire que ça reste un point important, etc. Cela dit, c'est plus exactement la même actualité à ce moment-là. Quant à la question d'empêcher les désordres, je crois que c'est plus général que ça. C'est pas empêcher les désordres qui seraient dus à un retour de la mémoire, etc. Mais c'est d'empêcher simplement les désordres qui sont relatifs à l'Assemblée théâtrale. Or, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire que quoi qu'on dise du triomphe de d'Aubignac, c'est faux. Les salles de théâtre, et ça, en ce moment, je suis en train de travailler sur tout ce qui se passe dans les réalias entre, je sais pas, 1680 et 1793. Une salle de théâtre est un vaste lieu de foutoir désorganisé dans lequel on fait plein de choses, entre autres, regarder ce qui se passe sur scène. D'accord ? Donc, tu peux, enfin, entre 1637, théoriquement début du classicisme français, et 1759, il faut imaginer qu'on a quand même entre 40 et 150 spectateurs assis sur la scène même. Ça s'appelle les places du théâtre, c'est les places les plus chères. Donc, et ces gens-là passent leur temps à faire en sorte qu'on les voit regarder. Donc, tu es dans une atmosphère. Donc, bon, bien sûr, il y a une reprise en main par le texte, par la mise en place d'un système octorial, on va revenir à Villevert, un système octorial caractérisé comme triomphant, Corneille en tête, si tu veux. Mais en face de ça, tu as des comédiens. En face de ça, tu as un public hétérogène qui ne réagit pas de la même manière. Donc, ça, c'est assez relatif. Alors, quant à la question de est-ce qu'il y a du silence après la Shoah, pour dire les choses rapidement, non. Non. En tout cas, non, parce qu'il y a des écrits. Mais pour le théâtre, je ne m'avancerai pas. Je voudrais savoir par où on passe. Il faudrait regarder un petit peu plus près du côté d'Adamov. C'est vrai qu'après, beaucoup plus tard, tu as Grimbert, etc. Mais Delbo, d'abord. Et là, disons que j'aimerais bien qu'on regarde plus systématiquement, comme Azouville l'a fait, sur les récits. Voilà. Et je ne sais pas, si tu veux, l'idée de la stupeur et de la non-réaction post-Auschwitz et donc de la sidération me pose vraiment des problèmes aujourd'hui. Et donc, je voudrais gratter un peu pour voir, et encore une fois, je ne suis pas... Parce que je pense qu'on ne peut pas dissocier ça du fait que c'est aussi l'invention du théâtre public. Oui. À ce moment-là. Oui. Et à mon avis, oui. c'est l'un... Enfin, ça va en même temps. Alors évidemment, il y a Gatti, il y a des gens comme ça, mais oui. La question même, si tu veux, elle n'est pas battue en brèche directement par le théâtre. Non. Je suis persuadé. Non. Mais ce que je disais, c'était pas direct non plus. C'est-à-dire que mon truc idéal dont tu parles, oui, il est idéal parce qu'il est en 20 minutes, mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Le système du détour est beaucoup plus compliqué. En plus, en face de ça, on va avoir des systèmes théâtraux qui, au contraire, vont essayer d'aplanir les choses et de reprendre un certain type de théâtre, qui est un théâtre de juste avant ou au début des guerres de religion, c'est-à-dire, comment dirais-je,
en particulier Garnier, etc., qui va représenter un système classique au sens latin-grec du terme, hein, pas 17e, qui va essayer de mettre très en distance par le discours et par un système rhétorique l'histoire au loin. Voilà, donc, et qu'est-ce qu'on va admirer derrière? C'est les plaintes des cubes. Mais en écoutant les plaintes des cubes, en même temps, on va être repris par le flot de plaintes des cubes, et que donc ça va nous rappeler tout ce que disent les mères. Bon, donc, on est dans ce circuit-là. Dernière question peut-être pour que nous ne prenions pas plus de retard. Pardon. Non, c'est pas ta faute. Juste une chose, j'ai eu en main il y a peu de temps un livre de Georges Vigarello, L'histoire du viol, Oui. donc 15e et 16e siècle, et il y avait justement cette anecdote de deux chevaliers qui avaient violé, je ne me rappelle plus si c'était une ou deux, ils les avaient tués après, qui étaient donc après acquittés, parce qu'on acquittait à l'époque pour ce méfait, surtout si c'était un gentilhomme. Et je me plais à penser que peut-être que le théâtre a repris cette histoire pour interroger les gens. Ah oui, oui, en plus, les questions, si vous voulez, les questions de viol sont constantes, comme on le sait, dans les systèmes de guerre. Et pendant la guerre de religion, ça a été évidemment tout à fait terrible. Simplement, alors là, il faudrait aller un petit peu plus loin, puis bon, mais on a quand même un certain nombre de réflexions juridiques à l'époque qui sont assez désarmantes, hein, en particulier considérant que si la fille est enceinte après avoir été violée, elle n'a pas été violée puisque pour être enceinte, il faut avoir joui. Ça pose quand même quelques petits problèmes du point de vue de la mise en place gender de la loi, hein. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Une question, Juste madame. une petite question sur le comique, parce qu'on traite toujours de ces questions avec le tragique. Or, après la guerre de 100 ans, il y a eu la floraison du théâtre des fous sur les tréteaux, et les acteurs étaient en danger, c'est-à-dire qu'on pouvait les pendre de ce qu'ils montraient sur scène, en personnifiant des abstractions. Enfin, ça a été vraiment les sottises, oui, qui sont malheureusement pas traduites en bon français. Il y en a très peu. C'est pas repris par les acteurs aujourd'hui. J'en suis vraiment triste, parce que j'aime beaucoup ce théâtre qui n'a pas tellement étudié Foucault. Justement, c'est avant l'époque qu'étudie Foucault, et qui est un théâtre d'une subversion absolument extraordinaire, et qui parlait de ce qui venait de se passer, justement, hein, pendant 100 ans. Alors là, je vous renvoie à deux éminents collègues, comme on dit. Un qui est aux Pays-Bas, à Amsterdam, qui s'appelle Jelle Koopmans, et une autre qui est au CNRS ici, qui s'appelle Bouraïd Girones, qui travaille avec lui, et qui, après avoir attendu longtemps, a fini par être recruté au CNRS, comme quoi finalement... et donc, c'est ce qu'ils font l'un et l'autre est tout à fait intéressant, parce que en face de ce que vous dites, ils mettent justement les questions juridiques. Et ils regardent si, en effet, il y a eu vraiment des punitions. Ah bah oui. Ouais. Et parce qu'il y avait Ovaï qui en a parlé très bien. Bien sûr. Ovaï est malheureusement mort accidentellement. Tout à fait. Et donc, la question, c'est d'examiner où, quand, comment et qui punit, à quel moment, puisque entre la promulgation de la loi et la réalité de la loi, il y a des espaces. Enfin, dernièrement, pour les fous, il se trouve que, parallèlement à ça, au début des années 1630, on reprend à longueur de temps des textes espagnols qui racontent ce que c'est qu'un hôpital des fous. Voilà. Et donc, je vous renvoie au texte de Bayes, qui s'appelle L'hôpital des fous, qui est une pièce espagnole, reprise en France, traduite aux Pays-Bas, et qui sera ensuite traduite en Angleterre, où l'idée c'est de visiter un hôpital des fous, et en regardant ce que c'est, et évidemment celui qui garde l'hôpital est le plus fou de tous, parce qu'il veut enfermer toute la cité pour le mettre chez lui. Bon. Donc on a une sorte de visite de zoo comme ça, mais extrêmement intéressante. Donc c'est de Bayes, et ça devrait être, j'imagine, publié quand... j'ai oublié son prénom, une fille qui s'appelle Poulet, aura bien voulu rendre son édition critique.
Merci beaucoup, Christian. Une ultime question de ma part, peut-être pour servir de jeter une passerelle vers la communication suivante qui sera donnée par Josette Ferral. Tu indiquais par ta petite pique contre Angelica Lidl que le prétexte fictionnel, tu le considérais peut-être comme un levier plus efficace finalement que le recours à des éléments de l'actualité réelle. Non, mais c'est une pique. Souhaites-tu dire 2 mots à ce propos? C'est une pique par rapport à ce que j'ai vu hier soir, pas par rapport à la pièce précédente. Ce que j'ai vu hier soir sur le viol de Lucrèce m'a infiniment déçu, donc j'ai du mal à en parler là comme ça parce que je vais être assez rude. Donc voilà, j'ai vu un film il n'y a pas longtemps, un film russe qui racontait comment une fille violée était tombée amoureuse du type qui l'avait violée, qui était 100 fois plus forte que ce que j'ai vu hier à travers des très beaux tableaux que seule Fabienne Darge est à même de pouvoir apprécier dans le monde. Merci beaucoup. La question reviendra certainement sur le tapis dans quelques instants. Merci beaucoup, Christian Bier. Donc, j'appelle sur l'estrade de Josette Ferral.